Allô, je m'appelle Émile Boisseau-Bouvier, je suis analyste des politiques climatiques chez Équiterre. Bienvenue dans cette édition spéciale de l'Encyclopédie. Pourquoi elle est spéciale? C'est parce que je vais avoir le plaisir de m'entretenir avec le ministre de l'Environnement du Québec, M. Benoît Charette. Une discussion où on va pouvoir parler de l'ambition du Québec, parler aussi des annonces qui ont été faites, notamment en termes d'adaptation sur le plan international. Et on va pouvoir discuter de l'importance de la mobilisation de la société civile québécoise pour atteindre et surtout dépasser nos objectifs climatiques et environnementaux. Bonne écoute, on se retrouve après l'entrevue. Donc bonjour, bienvenue dans cette capsule de l'Encyclopédie, la plateforme d'Équiterre à la COP27. On a le plaisir d'être avec le ministre Benoît Charette ici. La COP27, c'est la COP de la mise en œuvre des promesses. On sait que c'est toujours plus compliqué. Donc, ma première question, ce serait, pour vous, votre première priorité en rentrant au Québec, ce serait laquelle? La première, c'est en lien avec la COP 15. Et ce qui m'intéresse beaucoup, et là aussi j'étais inquiet il y a quelques années, on parlait beaucoup de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, c'est fondamental. On avait perdu un petit peu de vue l'aspect biodiversité comme solution d'adaptation et de lutte au changement climatique. Et on en parle de plus en plus. La COP sera une belle occasion. Je peux pas tout dévoiler ce matin. Il faut se garder quelques annonces pour la COP 15. On parle d'investissements majeurs qui seront confirmés au cours des toutes prochaines semaines, qui vont, oui, servir la protection de notre patrimoine naturel, mais qui vont du coup aider nos efforts en matière de lutte au changement climatique. On a hâte d'entendre ça à la COP 15 à Montréal. Effectivement, je pense que les liens entre les crises du climat et les crises du vivant sont extrêmement importants. Puis j'espère que la COP 15 va nous aider à faire ces liens-là au Québec. Et si on retourne un petit peu dans le temps, la COP 26 l'année dernière, il y a quand même aussi des engagements qui avaient été pris. Et les réponses à ces engagements-là au Québec, à tout le moins, ont été assez rapides avec l'adoption du projet de loi sur la fin de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures, tout l'engagement au niveau de l'électrification du transport urbain, du transport scolaire, donc des COP, c'est utile. Oui, il faut s'engager, mais il faut être en mesure de faire les suivis ensuite. Et les suivis de la COP 26 ont été un succès et on se promet de faire de même pour la COP 27. J'ai bien hâte de l'entendre. D'ailleurs, un des sujets ici à la COP, on parle souvent de réduction de gaz à effet de serre, comme vous l'avez dit, mais on parle aussi d'adaptation. D'ailleurs, le Québec a fait une annonce en ce sens à l'international. Ce sont 10 millions supplémentaires pour, je ne vais pas me tromper, le plan d'adaptation au changement climatique, le terme exact, c'est? Adaptation Fund. Et hier, on comptabilisait un petit peu l'effort québécois. Au cours des dernières années, c'est 100 millions, près de 100 millions de dollars que le Québec a mis. Et on est dans le jargon onusien, on est un subnational state, un État fédéré. Et c'est très, très rare que des États fédérés s'engagent de cette façon-là. Hier, c'est un petit peu ironique, mais au moment de la présentation, John Kerry des États-Unis a présenté. C'est tout de suite après, c'est le Québec. Donc, John Kerry et moi, on est rentrés ensemble dans la salle pour faire la présentation. On salue tous les engagements, mais les États-Unis, c'est 50 millions. Le Québec, c'est 10 millions. Toute proportion gardée. En fait, il n'y a pas de comparaison. Donc, on se distingue de belle façon à ce niveau-là et c'est nécessaire de s'investir au niveau de l'adaptation. Donc, sur l'adaptation, le Québec, justement, met beaucoup d'argent à l'international. Maintenant, côté local, est-ce qu'on peut s'attendre bientôt à avoir un plan en bonne et due forme d'adaptation au changement climatique? On l'a vraiment vécu dans la dernière année. Fiona, les inondations dans le bout de Montréal. Est-ce qu'on va avoir un plan bientôt au Québec? Je pourrais vous en parler. Député de Deux-Montagnes avant tout, 2017-2019, de sérieuses crues qui ont ravagé des parties importantes là, des villes de ma circonscription. On a dans le plan pour l'économie verte et son plan de mise en œuvre actuellement là, 700 millions de dollars directement pour l'adaptation. Mais là, on ne compte pas les argents des ministères eux-mêmes, le ministère des Transports, même à travers le PQI. Donc, il y a déjà passablement d'argent de prévu pour l'adaptation. Et le plan non pas le plan de mise en œuvre, mais le plan pour une économie verte a les directives au niveau de l'adaptation. Donc, ce plan-là existe.
Et à chaque plan de mise en œuvre, on le met à jour. Donc, il y aura vraisemblablement au cours des prochaines années des orientations supplémentaires, des argents disponibles supplémentaires, des programmes supplémentaires, parce que malheureusement, on serait carboneutre demain. En fait, ça, ce serait heureusement, mais on serait carboneutre demain que les impacts des changements climatiques, on les subirait encore pendant de nombreuses années. Donc, l'adaptation devient aussi une question incontournable. Réduction de GES, c'est incontournable, on le dit. Biodiversité, c'est incontournable, on le dit. Mais l'adaptation fait partie d'une forme de trio là, incontournable pour la suite. Bien, j'ai le goût de vous lancer un défi. Vous dites, oui, effectivement, il y a des sommes dans le PEV, mais il y en a à d'autres endroits aussi. Je pense que ce serait facile pour le gouvernement de rassembler tous ces chiffres-là dans un seul document. Je pense que ça nous donnerait une ligne directrice claire à tous pour qu'on puisse suivre la ligne directrice du Québec en termes d'adaptation. C'est un défi que je vous lance. Je retiens l'idée pour le plan de mise en œuvre 3, comment mieux regrouper les différents éléments d'adaptation. On s'en inspirera pour le prochain plan de mise en œuvre. On s'en reparle peut-être dans notre capsule Equicop 28 l'année prochaine. Puis si on revient justement sur le sujet de l'atténuation, la réduction des gaz à effet de serre, le Québec a une cible de réduction de 37,5 % entre 1990 et 2030. Là, en ce moment, on est avec des pays de partout à travers le monde. Est-ce que vous pensez que notre cible québécoise, on fait l'effort suffisant dans l'effort mondial pour garder l'espoir du 1,5 degré en vie? Je pense que la première étape, c'était faire de grands gestes de rupture. C'est des gestes qui ne donnent pas des résultats instantanément, mais qui vont en créer de façon importante et multipliée avec les années. On les pose actuellement, ces gestes de rupture-là. Je parlais de la loi sur l'interdiction d'explorer et d'exploiter. Ça, c'est un élément, mais les plus importants au niveau des gestes de rupture, que ce soit l'interdiction des voitures à essence à partir de 2035, mais d'ici là, des étapes très, très chiffrées et surtout avec des pénalités importantes pour les constructeurs si elles ne s'y conforment pas. L'obligation dorénavant d'acheter des autobus scolaires 100% électriques si les commissions scolaires ou centres de services scolaires veulent obtenir du financement public. La même chose avec les autobus de transport collectif. Donc, ces gestes-là ont été posés. L'argent est là. Naturellement, il reste encore des autobus thermiques, il reste encore des autobus. Donc, le temps que le remplacement se fasse, c'est du temps où les émissions diminueront pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait. Mais dès qu'il y a un remplacement de véhicules, on passe au 100% électrique. Donc oui, on va y arriver, mais c'est pas du jour au lendemain. Et la COP, ces dernières années, n'a jamais été un moment pour renouveler ou préciser des engagements. On a plutôt deux moments forts dans l'année. Un viendra assez rapidement en décembre où on dévoile le résultat on tourne 2 années en arrière. Donc, l'année dernière, en 2021, j'ai annoncé les résultats de 2019. Là, on va annoncer les résultats de 2020. Donc, il y a un portrait de situation qu'on sera en mesure de faire très, très prochainement. Je le dis déjà, puis je l'avais dit déjà l'année dernière. 2020, malheureusement, c'est une très mauvaise année de référence. C'est la pandémie. Donc, je vais confirmer une diminution très, 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 très importante de nos émissions. Mais on sait que c'est artificiel. Contextuel. Donc, exactement, à cause de la pandémie. Après, on va espérer ne pas revenir au niveau antérieur, puis on a des signaux encourageants à ce niveau-là. Donc, dans quelques semaines, je vais parler de ça. Et au printemps, c'est là où réellement la mise à jour de la démarche gouvernementale est faite en présentant le PMO 3. Au départ, PMO 1, on avait 42% du travail non seulement identifié, mais financé, mais également les lois adaptées. L'année passée, on a ajouté un 9%, on était rendu à 51%. Donc, au printemps prochain, on devrait avoir fait un bond supplémentaire. Il faut les additionner jusqu'à l'atteinte de 100%, mais c'est des milliards et des milliards de dollars d'investissement, mais pas juste d'argent, c'est changer nos lois, c'est changer nos règlements. Et c'est ce que l'on fait là continuellement. Donc, au niveau législatif et réglementaire, il va y avoir d'autres changements là, dans la prochaine année. Je vous dirais, j'espère qu'on va atteindre le 100% et même le dépasser, parce que justement, si on revient dans le cadre de la COP, l'accord de Paris prévoit un mécanisme où à chaque 5 ans, les parties, le Québec en est pas une, mais on s'est quand même décrété lié à l'accord de Paris. À chaque 5 ans, on est supposé renouveler nos cibles, relever l'ambition. Le Québec l'a pas fait. On aimerait bien le voir parce que
37,5 %, est-ce que c'est vraiment suffisant pour faire notre juste part? Ce que demande l'accord de Paris, c'est de revoir l'ambition. Là, je ne veux pas faire de politique partisane avec ça, mais revoir l'ambition du Québec actuellement, c'est s'assurer d'atteindre notre cible, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, en prenant les moyens pour l'atteindre, on revoit nos ambitions, on s'assure d'atteindre la cible. Puis par le passé, on ne s'en approchait même pas là, de cette ambition renouvelée. Donc, je ne dis pas qu'on va tout corriger, puis je ne veux pas blâmer tous les gouvernements précédents parce que les mentalités ont changé aussi entre-temps. Si on avait été au gouvernement lorsque le Parti québécois l'était, lorsque le Parti libéral l'était, on n'aurait peut-être pas fait mieux. Mais là, il y a réellement une ambition qui est renouvelée et des engagements forts, des lois comme on a adopté au cours de la dernière année, par exemple. Je ne sais pas s'il y a 7, 8, 10 ans, le Québec était prêt pour les adopter, mais là, elles sont adoptées puis elles vont produire leurs résultats. Un des éléments qui a mené à ça, je pense, c'est l'implication de la société civile qui s'est battue. Entre autres, on parlait de la fin des hydrocarbures au Québec, de l'exploration, de l'exploitation. Ça fait des dizaines d'années que les Québécois se mobilisent contre les gaz de schiste, contre Anticosti, contre l'exploration en Gaspésie. Donc, on est là pour se battre, s'assurer qu'on garde les vrais objectifs en tête, comme le 1,5, qu'on relève notre ambition. D'ailleurs, vous avez fait une annonce sur la mobilisation au Québec. À quoi on peut s'attendre en termes de mobilisation? C'est très, très, très important. Je le dis depuis le début, c'est pas les gouvernements seuls qui vont faire la différence, c'est pas les villes seules, c'est pas les industries elles seules, mais les citoyens doivent se mobiliser aussi. Là, je ne veux pas faire de lien avec le lieu de l'actuelle COP, mais on sait que dans certains pays, la mobilisation ne peut pas se vivre comme elle devrait pouvoir se vivre. Au Québec, c'est une de nos forces. On a une société civile qui est extrêmement bien mobilisée et qui est connaissante sur ces enjeux-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a quelques jours, j'ai annoncé la nouvelle stratégie de mobilisation avec un budget de près de 50 millions de dollars qui seront justement disponibles pour mettre en place des activités qui, dans certains cas, vont favoriser la diffusion d'informations, dans d'autres cas, qui vont inciter à passer à l'action. Mais au Québec, nous, on veut cette mobilisation. Je ne suis pas comme ministre. Être ministre, des fois, c'est confrontant. Des fois, je veux dire, c'est pas tout le temps des louanges qu'on reçoit, puis c'est bien, bien correct comme ça, parce que ça nous incite à être meilleurs. Donc, on ne veut pas la freiner, cette mobilisation-là. Au contraire, on veut l'encourager avec des moyens financiers qui sont très importants. Donc, dès à présent, les groupes peuvent, s'ils ont des projets en tête, les présenter et recevoir du financement là, pour les réaliser. Ben oui, on encourage les groupes à la maison de justement appliquer pour pouvoir se mobiliser. L'importance de la mobilisation, c'est vrai qu'on prend notre travail au sérieux. Des fois, on vous lance des fleurs. Des fois, on fait passer nos positions. Et voilà. C'est très simple. Effectivement, le projet de loi sur la fin de l'exploration et de l'exploitation, si on n'avait pas eu de demande de la part des partenaires de la société civile, on l'aurait peut-être pas fait. Donc, c'est un exemple parmi d'autres où, moi, j'appelle ça de la pression constructive. Sur le coup, des fois, on n'aime pas de la manière c'est communiqué ou de la façon c'est partagé, mais la finalité est celle qui importe. Et la mobilisation, il n'y est pas beaucoup. Ben, inquiétez-vous pas, on va continuer à appliquer de la pression pour s'assurer qu'on atteigne et qu'on dépasse nos objectifs. Je pense pour terminer notre discussion, est-ce que vous avez un message justement pour les jeunes qui se mobilisent au Québec, pour les gens qui sont conscients des enjeux? Qu'est-ce que vous voulez leur passer comme message? C'est fondamental. Puis pour moi, plein d'espoir. Je donne souvent l'exemple, j'ai 3 enfants, moi j'ai 46, je regarde mes plus jeunes qui vont en avoir 15, son degré de conscientisation par rapport à les questions environnementales. Ça veut dire qu'à l'école, elle en entend parler dans son environnement versus ce qui m'était dit à l'époque et ce qui était connu comme science, c'est deux mondes, là. Donc moi, la jeunesse, c'est réellement notre avenir. Puis je le dis pas, ça peut être cliché, là, mais c'est vraiment un changement de mentalité là, sur l'espace de quelques décennies. Bravo. Donc à cette jeunesse-là, je dis continuez. On le fait ce travail-là en partie pour eux aussi, mais pour moi, c'est beaucoup, c'est de l'espoir, littéralement. Parfait. Ben, j'espère que ce message sera communiqué, partagé à vos collègues qui sont à l'enseignement supérieur pour justement qu'on ait un cadre structurant pour aiguiller ou outiller nos jeunes pour qu'ils deviennent des citoyens d'aujourd'hui, de demain, qui aient les bonnes
les bons outils en main. Petite parenthèse, je Ouais. sais que le temps file, mais le ministre de l'Éducation de l'ancien gouvernement, mon collègue Jean-François Roberge, dans le nouveau cours d'éducation à la citoyenneté qu'il a mis en place et qui commençait dans certaines écoles en septembre dernier, ce cours-là prévoit un volet justement engagement environnemental. Donc, ce sera dans le cursus que d'entendre parler d'environnement et ce, dès les premières années du primaire. Donc, je pense qu'on peut être fier à bien des égards. Les défis sont encore immenses, mais on progresse dans la bonne direction, je le pense bien. Parfait. Ben merci pour votre temps à la COP. Bonne fin de COP 27. Au plaisir de continuer la discussion à Montréal, au Québec, à la COP 15 et pour tous les autres mois qui vont suivre. Avec grand plaisir. Merci de l'invitation aujourd'hui. Donc, comme vous l'avez vu, c'était une bonne entrevue avec M. Charette. Monsieur le ministre qui nous indiquait qu'il avait un nouveau plan pour la mobilisation de la société civile et de la jeunesse. On a bien hâte de voir les détails de ce plan-là et je vous encourage à appliquer si vous avez des projets pour vous mobiliser parce que c'est extrêmement important de continuer à appliquer de la pression sur le ministre et sur l'ensemble de l'appareil gouvernemental si on veut atteindre nos objectifs climatiques, mais surtout si on veut dépasser nos objectifs climatiques comme nous l'exige la science du climat. C'est exactement ce qu'on doit faire dans le cadre de la COP27. On doit ramener la COP27 au Québec pour se mobiliser, pour pouvoir avoir des actions qui sont plus ambitieuses. On prend le ministre à la lettre. On vous lance ce défi à vous aussi de vous mobiliser. Entre-temps, on vous invite à continuer de nous suivre sur l'Encyclopédie, la capsule qui vous permet de savoir ce qui se passe à la COP27.